Magellan a échafaudé un plan audacieux et risqué. Mais il espère qu'au bout de l'aventure, richesse et pouvoir seront au rendez-vous. Il entend ouvrir une nouvelle route maritime vers l'Asie en passant par l'Ouest. Au début du XVIe siècle, les grandes puissances maritimes que sont l'Espagne et le Portugal se partagent le Nouveau Monde afin de prévenir de futurs conflits lors de l'exploitation des territoires étrangers. Le pape Alexandre VI réserve à l'Espagne le droit de s'approprier les richesses situées à l'ouest de l'archipel des Açores, tandis que celles situées à l'est, en Afrique et en Asie, reviendront au Portugal. Une âpre querelle divise encore les deux royaumes au sujet des Moluques, les îles aux épices. Les Espagnols ne peuvent pas y accéder car la seule route connue pour rejoindre ces îles traverse l'océan Indien, contrôlée par les Portugais. C'est l'époque des grandes découvertes. Depuis que Christophe Colomb a découvert l'Amérique pour le compte de la Castille et que Vasco de Gama a ouvert la route des Indes pour le Portugal, une lutte sans merci a lieu entre ces deux superpuissances navales occidentales. À partir de là, des biens comme les épices acquièrent une valeur stratégique inestimable. Celui qui contrôlera la route des îles aux épices sera le maître du monde. Magellan était portugais. Un Portugais nommé à la tête d'une flotte castillane, c'est là que le bas blesse. S'il avait été castillan, et si en outre il avait été noble, il n'aurait probablement pas rencontré tous ces problèmes. Au début du XVIe siècle, Séville est la ville portuaire par excellence. C'est de là que les navigateurs espagnols partent à la conquête du monde. Il a fallu du temps à Magellan pour rassembler les fonds nécessaires à l'expédition. Mais à présent, ils sont suffisants pour un voyage de 2 ans en mer. Avant d'appareiller, Magellan remplit les cales à ras-bord, avec les provisions nécessaires pour cette longue expédition. Les navires n'offraient aucun confort. Les conditions d'hygiène étaient déplorables, à tel point que sur les 265 hommes qui ont quitté l'Espagne avec Magellan, 18 seulement sont revenus vivants. Le taux de mortalité dû aux maladies et aux conditions de vie à bord était catastrophique. L'équipage ne disposait d'aucun endroit où s'installer. Seul le capitaine jouissait d'un semblant de confort. Où puis-je trouver le sieur Magellan? Un jeune aristocrate italien nommé Antonio Pigafetta. Magellan ne l'a pas pris au sérieux. Quand Pigafetta s'est présenté à lui, sa première question a été « Qu'est-ce que vous savez faire ?» Je parle plusieurs langues et j'écris très bien. Il vous faut quelqu'un pour consigner tout ce périple afin que ceux qui restent à terre puissent en connaître les moindres détails. Pigafetta avait d'excellentes recommandations. Et Magellan n'était pas idiot. Il a compris qu'il ne pouvait pas se permettre de refuser. Antonio Pigafetta sera le chroniqueur de ce premier voyage autour du monde. Son journal de bord est un document précieux. Le 10 août 1519, une flotte composée de 5 caraques quitte le port de Séville. Le rêve de Fernand de Magellan se réalise. Désormais chef de l'expédition, il entame avec ses hommes un voyage vers l'inconnu. En choisissant de naviguer vers l'ouest, parviendra-t-il à rallier les îles aux épices? Dès le départ, Magellan impose sa stature de chef de file aux capitaines espagnols. Le vaisseau amiral qu'il commande navigue en tête. Magellan a une forte personnalité. Bartolomé de las Casas l'a très bien décrit. C'est un homme âpre et désagréable, mais honnête et intègre, capable d'atteindre les objectifs qu'il s'est fixés. Après 2 mois de traversée, la flotte atteint l'Amérique du Sud. Magellan décide de longer la côte vers le sud, en quête d'un passage vers l'ouest. Chaque baie est susceptible de marquer l'entrée de la voie navigable tant recherchée. L'inquiétude les gagne alors que leur recherche se prolonge. Voilà 6 mois que la flotte a quitté Séville, mais elle semble toujours aussi loin du but. À cause de sa personnalité si particulière, Magellan ne pouvait pas renoncer à son projet. Pour lui, c'était la mort
ou le triomphe. Pas question de faire demi-tour. C'est un élément qu'il ne faut pas oublier lorsqu'on étudie l'histoire du voyage de Magellan. C'était tout ou rien. Plus Magellan progresse en direction du sud, plus le froid s'intensifie. L'hiver austral s'installe. Dès lors, comment justifier auprès de son équipage la poursuite des recherches? Où est donc ce passage vers la terre promise qu'on nous fait miroiter? Le vent nous est contraire, le temps est à la neige, et s'il gèle dans le navire, nous risquons d'y laisser des doigts. Les hommes ont faim. Et si nous décidions de virer de bord et de faire voile sur l'Espagne? Ils sont nombreux à vouloir faire cela. Oui. Magellan croit dur comme fer à la réalisation de son rêve. Mais face aux tempêtes de l'hiver austral, la progression des navires est de plus en plus difficile. C'est alors que l'inespéré se produit. Les navigateurs découvrent un nouvel estuaire abrité des vents, qu'ils nomment Puerto San Julián. Cette baie paisible leur offre un abri salutaire. Ils peuvent s'y ravitailler en eau douce et la pêche y est facile. Magellan décide alors d'y faire escale pour l'hiver, sans demander l'avis de son équipage. À 49 degrés et 30 minutes de latitude sud, enfin nous trouvâmes un havre. Tout nous poussait à y passer l'hiver. Nous décidâmes donc d'attendre le printemps pour repartir. Ils sont maintenant en route depuis 9 mois. Les marins découvrent des animaux étonnants, comme les pingouins et les lions de mer. La mer houleuse, le vent glacial et le manque de nourriture sapent peu à peu le moral des hommes. À cela s'ajoute la peur d'être précipité dans le néant en atteignant le rebord de la Terre. En effet, beaucoup pensent encore qu'elle est un disque plat. Les réserves de vivres se sont tellement amenuisées que pendant le séjour dans la baie de San Julián, Magellan se voit contraint de rationner ses troupes. Cette mesure ne fait que dégrader un peu plus encore un climat déjà hostile. Quand Magellan arrive au port de San Julián, les conditions sont absolument épouvantables. L'équipage est au bord de la mutinerie. C'est une poudrière prête à exploser à tout moment. Il est temps que chacun prenne une arme. Pendant la nuit glaciale du 2 avril 1520, la mutinerie éclate. 3 navires se soulèvent contre Magellan, qui n'en commande alors plus que 2. L'autorité de Magellan, tout comme sa mission, sont sérieusement remises en question. Mais il ne perd pas son sang-froid. Il envoie des négociateurs qui font semblant d'engager des pourparlers auprès des révoltés, afin de les amadouer. Des fidèles de Magellan se faufilent à bord des navires mutinés et parviennent à en prendre rapidement le contrôle. Bientôt, les révoltés n'auront plus qu'à rendre les armes. Enfin stratège, Magellan parvient à réprimer la mutinerie. Dès le lendemain, il organise le procès de tous ceux qu'il considère comme responsables de la rébellion. C'est un procès décisif pour le sort de toute la flotte. Vous êtes coupable de mutinerie et de haute trahison. Vous n'êtes plus digne de rester à nos côtés à bord de ce vaisseau. Messieurs, voici mon verdict. Juan de Cartagena, je vous relève de toutes vos fonctions et je vous bannis. Priez Dieu pour votre salut. Gaspar de Quesada, capitaine de vaisseau de la Marine royale. Vous vous êtes rendu coupable de meurtre et de mutinerie. Je n'ai guère le choix, vous avez mérité d'être condamné à mort. Fin août 1520, après 5 mois d'escale, la flotte quitte la baie de San Julián. L'hiver austral terminé, Magellan peut repartir en quête du fameux passage vers l'ouest. Lorsqu'il aperçoit une baie marquant l'entrée d'un détroit, il reprend espoir et envoie 2 de ses navires en reconnaissance. Commence alors une attente mêlée d'inquiétude. Nous crûmes que le navire de nos compagnons avait fait naufrage dans une tempête. Quel bonheur ce fut alors de le découvrir au loin, pavillon battant, toute voile dehors et d'entendre ses canons. Oui, et voilà. Oui, hurrah! Les voilà! Hurrah! Victoire! 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 Oui! Les 2 navires reviennent porteurs d'une bonne nouvelle. La voie navigable semble continuer vers l'ouest. Cette route maritime, ouverte grâce à la ténacité de l'illustre navigateur, sera baptisée en son honneur le détroit de Magellan. Ce dernier a réussi son pari.
prouver qu'il existait bel et bien un passage entre l'Atlantique et le Nouvel Océan. Une route qui permettrait d'accéder aux richesses de l'Asie. Il s'est battu pendant 5 ans pour réaliser son rêve. Il y a eu d'abord tous les préparatifs de l'expédition, il a fallu convaincre Charles Quint, puis il y a eu le voyage en lui-même, la mutinerie et j'en passe, avant de découvrir enfin le fameux passage. Il devait être aux Anges. Mais quelques jours plus tard, il a appris que le navire qui transportait toutes les provisions avait disparu. Il est alors retombé du paradis en enfer. Le navire en question a tout bonnement déserté. Il a rebroussé chemin pour regagner l'Espagne. Magellan ne cède pas au désespoir pour autant. Il est persuadé que les îles aux épices ne sont plus très loin. Cependant, il ignore que devant lui s'étend le plus vaste océan de la planète. Il le qualifiera d'ailleurs de Pacifique, en raison de la tranquillité de ses eaux, à peine ridées par une douce brise. Les 3 navires restants entament alors une longue et pénible traversée. Les jours se succèdent, puis les semaines et les mois, sans la moindre terre en vue. À nouveau, le doute et le découragement assaillent les marins. Trouveront-ils jamais les îles aux épices? L'horizon reste désespérément vide, sous un soleil de plomb. À présent, les hommes n'ont plus qu'un but, lutter pour leur survie. Au bout de 3 mois et 20 jours d'une traversée éprouvante, la terre apparaît soudain à l'horizon, telle une planche de salut inespérée. Voilà 1 an et demi que la flotte a quitté Séville. Les marins font escale dans les premières îles qu'ils atteignent pour se ravitailler en vivres et en eau douce avant de poursuivre l'expédition. Magellan découvre ensuite un archipel qu'on nommera plus tard les Philippines. En Europe, personne ne soupçonne l'existence des Philippines, l'archipel découvert par Magellan près des Moluques. Il en prend possession au nom de Charles Quint et en son nom propre. Les insulaires n'ont pas perçu l'arrivée de Magellan comme une invasion ou une colonisation. Ils ont d'abord pensé qu'il était venu pour faire du commerce avec eux. Magellan est très croyant. Le jour de Pâques de l'an 1521, il célèbre la première messe sur la plage de Limasawa. L'histoire ne dit pas si les insulaires y ont assisté de leur plein gré ou si le capitaine les y a contraints. Les monarques espagnols et portugais considèrent la conquête du monde comme une mission divine. L'évangélisation est censée montrer aux autochtones que les rapports de force sont une émanation de l'autorité divine et qu'ils doivent se soumettre au souverain de droit divin. Magellan reprend la mer pour sillonner l'archipel. Il veut annexer autant d'îles que possible dans l'espoir d'obtenir richesse et pouvoir pour le roi d'Espagne et pour lui-même. Pour mener à bien cette mission, il est piloté par les insulaires, car la navigation sur les eaux de l'archipel est dangereuse. Après avoir quitté Limasawa, la flotte met le cap sur Cebu, un important port de commerce. Magellan et la couronne d'Espagne ont besoin d'un chef de file, d'une alliance solide et puissante pour les soutenir dans la région, afin de s'assurer le contrôle de la route des épices. Et Humabon, le roi de l'île de Cebu, leur semble la personne idéale pour jouer ce rôle. Humabon, le roi de Cebu, est en conflit avec Lapu-Lapu, le chef de tribu d'un îlot voisin. Magellan décide de combattre pour le compte du roi Humabon afin de lui démontrer sa puissance. Avec une arrogance qui ne lui ressemble pas du tout, Magellan lui dit « Je n'ai pas besoin d'aide. Avec 50 de mes hommes, nous les écraserons, même s'ils nous envoient des milliers d'indigènes. » Magellan sous-estime malheureusement la puissance du chef Lapu-Lapu et de ses hommes. C'était un guerrier. Tout son village se battait pour contrôler le territoire. Ses hommes se faisaient faire un tatouage chaque fois qu'ils remportaient une bataille. C'est pourquoi Pigafetta décrit le roi Humabon comme un personnage au visage couvert de tatouages flamboyants. Il en avait déjà tellement sur le corps qu'il a fini par se faire tatouer le visage. Nous pointâmes les armes à feu sur l'ennemi et tirâmes 30 minutes durant sans lui causer de grands ennuis. Lorsque nous fûmes à court de munitions,
Les Indiens lancèrent l'offensive. Les hommes de Magellan étaient des cibles faciles pour les insulaires, qui les ont attaqués à coups de flèches et de lances en bambou. Magellan est mort. Mais jusqu'à la fin, il a fait preuve d'un très grand courage et d'opiniâtreté. Je souhaite que l'histoire n'oublie pas son nom. Aux archives de protocole de Séville, où sont gardés en lieu sûr les témoignages de l'histoire de la ville, des documents signés de la main de Magellan sont restés dans un bon état de conservation. Bien qu'il n'ait jamais atteint en personne les îles aux épices, sa légende lui survit. Après la mort de Magellan, l'expédition se poursuit, sous le commandement du capitaine Juan Sebastián Elcano. Des 5 carracks qui composaient la flotte au départ, il n'en reste maintenant plus que 2. À l'issue d'une longue odyssée, elles atteignent enfin les Moluques. Sur place, les marins remplissent les cales des navires des trésors pour lesquels Magellan s'est battu, la muscade et le girofle. Ces précieuses épices seront vendues à prix d'or en Europe. Avec l'or et l'argent, elles sont à l'origine de la richesse et de la puissance des royaumes du Portugal et d'Espagne. Des 5 navires partis de Séville, seul le Victoria prend la route du retour vers l'Espagne. Il quitte les Moluques en décembre 1521 et entame la traversée de l'océan Indien contrôlée par le Portugal. Les marins craignent en permanence que leur navire ne soit découvert et arraisonné par leurs ennemis. Sur les 265 marins que Magellan a engagés, seuls 18 parviennent à rentrer en Espagne en septembre 1522. Leur expédition aura duré 3 ans. Antonio Pigafetta fait partie des rescapés. La voie ouverte par Magellan au prix de tant d'épreuves et de vies humaines s'avérera bientôt une route commerciale peu rentable et sera délaissée, tant sa navigation est périlleuse.